entre Hergé et Jacobs. Chez le premier, les ombres du fantastique n'ont que très peu droit de cité. Chez le second, la ligne claire peut parfois s'obscurcir, se faire plus inquiétante et indéterminée, ou se parer, comme nous l'avons vu, d'un symbolisme absent de l'œuvre hergéenne, et surtout se laisser submerger par de violentes couleurs. Si Jacobs respecte scrupuleusement dans tous ses albums la règle de déposer les couleurs en aplat, force est de constater que celles-ci ne sont pas tout à fait de même nature que celles d'un Hergé, par exemple. Elles n'ont donc pas tout à fait la même fonction. La ligne claire n'est faite que de traits, les couleurs en sont une constituante, elle n'est pas faite que de traits, les couleurs en sont une constituante importante. La plupart du temps, elles remplissent à merveille leur rôle, qui est de clarifier les formes, en renforçant leur délimitation par la ligne. Elles permettent de distinguer les différents objets figurés par autant de surfaces de couleurs qui leur appartiennent à chacun. Dans ce dispositif, la couleur a donc pour premier rôle d'aider à la définition des objets, pour augmenter leur lisibilité les uns par rapport aux autres. Alors tout cela, Jacobs le partage avec Hergé. Cependant, il nous faut noter que ces couleurs sont en règle générale beaucoup plus saturées ou beaucoup plus ternes à l'inverse que celles qui se trouvent dans Tintin, puisque Tintin est essentiellement dans une gamme très pastel. Eh bien, cela permet aux couleurs d'avoir d'autres fonctions, des fonctions supplémentaires. Elles ne servent pas uniquement à déterminer les objets, elles ont également une fonction expressive. Ainsi, lorsque le récit le nécessite, les couleurs changent, deviennent plus vives ou plus sombres, et surtout s'écartent d'une velléité réaliste, selon deux visées. Dans le premier cas, il s'agit, comme on le voit ici, de générer une atmosphère, souvent de mystère ou d'étrangeté fantastique. C'est alors un ton qui domine et colore le récit. Ce procédé atteint donc à la fonction première de la couleur, qui est de distinguer, de différencier les objets, pour au contraire les associer, les assimiler les uns aux autres. La couleur déborde, submerge les lignes pour nier les limites qu'elle figure d'habitude. Dans ces moments, la couleur brise donc l'ordre du monde en mélangeant tout. Elle dérègle la ligne claire en rendant les choses plus indistinctes. La clarté disparaît, le monde est contaminé par l'hubris. L'environnement représenté est alors unifié, baignant dans une seule teinte, productrice d'une atmosphère de mystère ou de danger, comme ici dans SOS Météore, où Milok dévoile ses installations de contrôle du climat. C'est donc dans ces moments-là que la couleur devient signifiante, plus que les objets qu'elle recouvre. Et sa signification est d'ordre expressif. Il s'agit d'exprimer par la couleur un sentiment particulier et de donner au récit une tonalité particulière. Second cas, le but est alors de produire un chaos par la couleur. Il s'agit alors non plus d'unifier, mais au contraire de séparer à l'extrême. Pour cela, Jacobs procède en entrechoquant les couleurs. D'une certaine manière, il pousse à sa limite la logique de la ligne claire, en utilisant les couleurs pour différencier à l'extrême les éléments présents dans les cases, comme on le voit ici. Nous avons dit précédemment que les tons sont pastels dans le travail d'Hergé, et cela leur permet à la fois de séparer tout en ne nuisant pas à l'unité du monde. Bien, cet équilibre, dans des pages comme celle-là, Jacobs le défait par des couleurs vives et variées, incompatibles entre elles. La différenciation est alors radicale, les objets se heurtent, les couleurs brisent le monde. Cela se produit essentiellement lors des moments de catastrophe, comme à la fin du Secret d'Espadon, lorsque les Alliés gagnent la guerre en détruisant le palais de Bazan-Dandu, ou lorsque les lois du monde sont brisées, comme c'est le cas lors des voyages dans le temps du piège diabolique. Notons que ces catastrophes, ces désordres démesurés, sont souvent le prélude à un retour à l'ordre cosmique. Les convulsions du monde, les cataclysmes, sont les moments lors desquels le mal est vaincu. Ce sont les signes avant-coureurs de sa chute. Ils sont la tempête qui précède le calme et souvent la fin de l'album. Ainsi, dans les deux cas, on le voit, ce sont les couleurs qui prennent le contrôle de la figuration et qui portent le sens du récit. Les couleurs, par leur modulation, peuvent accompagner l'ordre raisonnable du monde, ou bien le submerger du brise pour le rendre incertain, ou bien le rendre chaotique pour le désunir. La couleur est chez Jacob une forme primordiale qui ne s'oppose pas toujours à la raison incarnée par le dessin. Elle est plutôt une sorte d'énergie, enchaînée habituellement par la ligne, mais qui parfois lui échappe, produisant des effets graphiques propres à Edgar Pierre Jacob. Lignes et couleurs sont donc chez lui les incarnations plastiques des deux principes fondamentaux qui régissent sa mythologie, la raison et l'hubris, dont nous avons vu qu'elles conditionnent les fonctions et les relations entre les personnages. Les aventures de Blake et Mortimer constituent donc un monde dualiste, un monde d'opposition et de lutte qui prennent corps tant narrativement que graphiquement. Merci. Merci Charles Convette. Nous